Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le décor peint des demeures gothiques de Cordes, dans le Tarn. Et cette communication donc résulte d'une campagne d'inventaire menée par la mission du patrimoine du CAUE du Tarn dans le cadre d'une convention partenariale région Occitanie-Département du Tarn sur le territoire de la communauté de communes du Cordet et du Causse qui regroupe 24 communes. Cette communauté de communes se trouve dans la partie nord-ouest du Tarn et c'est dans celle-ci que se trouve Cordes. Donc, dans le cadre d'une étude menée à l'échelle de l'architecture civile dans le fort castral de Cordes, que l'on voit bien ici, c'est-à-dire la ville qui est fortifiée et élevée sur le Puech Mordagne, avec pour appui scientifique une campagne de dendrochronologie menée sur 5 maisons il y a déjà quelques années, il est paru alors de manière évidente qu'une étude du décor peint des belles demeures gothiques prenait tout son sens à l'échelle du bourg castral. En effet, les façades de ces belles demeures, que l'on voit bien ici relevées, gothiques donc, fascinent depuis toujours le visiteur par leur mise en œuvre soignée, la pierre de taille, le décor sculpté et les rigoureuses symétries de façade. Il n'en demeure pas moins que dans les intérieurs, ici on le voit bien sur le plan, les organisations se répartissent autour d'une cour intérieure avec des distributions avec galeries extérieures qui révèlent donc une organisation rationnelle et une grande sophistication des équipements. Plus encore, à l'intérieur de ces corps de logis, le plus souvent sur la rue, les grandes salles sont ornées donc d'un décor peint. On voit très bien ici sur la carte tous les édifices qui sont représentés en gris foncé ont été les édifices qui ont été étudiés, visités de l'intérieur, et vous voyez qu'ils peuvent être datés approximativement donc du troisième tiers du XIIIe siècle ou du tout début du XIVe siècle. Il s'agit pour l'essentiel d'édifices qui sont répartis le long de l'ancienne Grand Rue, qui est maintenant la Grand Rue Raymond VII. Et je vais vous situer quelques édifices que nous allons revoir régulièrement au cours de la présentation. Donc là, ici, la maison du Grand Écuyer, ici, la maison Laurent, ici, la maison Ladevèze, en face, la maison Gaugiran, ici, la maison du Grand Veneur, ici, la maison du Grand Fauconnier, la maison Prunet, la maison Carrier-Boyer, la maison du 25, ici, la maison du 25, Grand Rue Raymond VII. Ces maisons sont en effet connues. Prosper Mérimée, le premier, avait contribué à façonner leur légende en leur attribuant la paternité des officiers de la cour de Raymond VII, d'où la maison du Grand Fauconnier, du Grand Veneur et du Grand Écuyer. Or, l'étude a révélé que la presque totalité des maisons qui occupent le fort castral actuellement n'ont pas été construites lors de la fondation de la ville de Cordes, bien connue par sa charte de fondation promulguée en 1222 par Raymond VII, mais puisqu'il s'agissait à ce moment-là de replacer donc dans un échiquier politique très serré pour la reprise en main du territoire après la prise et destruction du castrum de Saint-Marcel par Simon de Montfort, Raymond VII avait voulu fonder à Cordes un véritable chef-lieu militaire, une châtellenie, qui devait abriter un centre marchand d'envergure. Et l'étude a révélé que les maisons que nous connaissons actuellement, qui abritent les décors peints, résultent donc d'une campagne de reconstruction généralisée qui s'est opérée à l'intérieur donc d'une deuxième enceinte, ici. Donc vous les voyez, elles sont matérialisées avec une pastille rouge, ici, ici et ici. Avec donc l'ajout donc des portes monumentales et dans le troisième tiers du XIIIe siècle, ce bourg marchand a connu une telle expansion économique que l'église paroissiale Saint-Michel, qui se trouve ici, la halle, ici, sont reconstruits à partir de 1269 pour l'un, avant 1273 pour l'autre, et les maisons de marchands
dans cette période de 30 années avant les années 1300. Ces conclusions résultent en fait de la convergence de faisceaux d'indicateurs qui permettent dorénavant de le présenter comme des données fiables. Dans cette démarche, l'étude entreprise est bien entendu redevable à tous les chercheurs, historiens de l'art, archéologues et architectes du patrimoine qui ont précédé et qui ont travaillé sur Cordes. Donc tout d'abord, évidemment, les travaux fondateurs, l'histoire de Charles Portal sur Cordes, le travail de Michel Pradalier, qui était professeur d'histoire de l'art à l'université de Toulouse-Le Mirail et qui avait pour la première fois présenté le caractère particulièrement exceptionnel des demeures, les travaux de Gilles Séraphin sur l'enceinte et les enceintes, ainsi que la réflexion sur le patrimoine médiéval dans le cadre d'une ZPPUP de grande qualité, les travaux d'Élodie Cassan sur l'analyse du bourg de Cordes dans un article magistral en 2011 dans Archéologie du Midi médiéval, et l'étude menée en parallèle sur le compois de 1545. Il y a eu également les travaux des ateliers de Chaillot sur 4 maisons et sur l'enceinte, et ce qui nous a permis d'avancer dans cette étude, une campagne de dendrochronologie qui avait été pilotée donc par Maurice Célès du service de la connaissance et de l'inventaire des patrimoines sur 5 maisons de Cordes entre 2004 et 2005. Voici donc la qualité des façades de ces maisons et les maisons qui ont été donc datées par dendrochronologie. La maison Gaugiran, ici, que vous pouvez voir, qui était datée entre 1268 et 1269. Ici, la maison Prunet, 1270. Juste à côté, la maison Carrier-Boyer, 1280. Et ensuite, donc, la maison du 16-18 Grand Rue Raymond VII, 1290 et 11, et la maison du Grand Écuyer, qui s'échelonne entre 1290 et 1300. Ainsi, comme on peut le voir, les maisons sont des maisons polyvalentes de marchands composées de plusieurs corps de bâtiments sur des parcelles très profondes et qui ouvrent donc sur la rue avec de hautes façades et de larges façades présentant 2 étages de résidence. Il a semblé que c'était intéressant de le préciser puisque c'est un caractère assez exceptionnel. Les datations proposées par la dendrochronologie ont vieilli de 30 ans à 40 ans les datations qui avaient été proposées jusqu'alors selon les critères stylistiques et ont pu resserrer les campagnes de construction dans le 3e tiers du XIIIe siècle. Et nous allons voir si, effectivement, nous pouvons tirer les mêmes conclusions sur les décors peints. Donc, précédemment, la maison du Grand Fauconnier, dont nous allons parler plusieurs fois, que nous avons vu précédemment, la maison du Grand Veneur qui se trouve ici, et la maison La Devèze, dont nous allons parler également pour les décors peints. Alors, qu'est-ce que nous avons comme indication? Et la maison Laurent, 73, Grand Rue Raymond VII. Qu'est-ce que nous avons comme information sur les propriétaires? Les propriétaires de cette demeure, nous n'avons que peu d'informations. Nous savons que la première foire avait été instituée le jour de la Saint-Barthélemy, donc patron des cordonniers, et les reconnaissances féodales de 1260 témoignent également de la présence de nombreux bourgeois et marchands et la vitalité de l'artisanat du cuir et des textiles. Mais c'est surtout à partir de l'analyse du compois de 1545 qu'Élodie Cassan avait permis de retrouver quelques propriétaires possédant donc un nombre important de maisons dans cette partie de Cordes. En effet, dans cette partie de Cordes, dans la partie haute, sur l'ensemble des 163 biens qui sont recensés, 146 sont bâtis, et 135 sont des maisons avec boutiques et celliers. Ce sont les maisons qui sont les plus vastes et les plus riches, dont l'alivrement est supérieur à 60 livres. Pour ce qui est des familles, quelques familles détiennent plus d'une dizaine de maisons dans cette partie
2 cordes, les Clary, les Démiès, la Prune, Saligné, Salvi et Vicence, auxquels il faut ajouter aussi quelques familles nobles qui habitent également dans ces demeures remarquables que nous avons vues, Paul de Catarque pour la maison Prunet, Bonnet de Salas pour la maison Clary, que nous voyons ici, et Béatrice de Rabastens pour la maison du Grand Veneur, ici. Parmi les autres familles, la famille Laprune, qui possède également la maison du Grand Fauconnier, est connue par la suite puisqu'il deviendra seigneur de Roqueraine et de la Barthe-Blaise. Enfin, Arnaud de Clary possédait la maison Gaugiran et la propriété attenante, maison Gaugiran, dont nous avons parlé tout à l'heure. Les décors peints. Alors, dans ces maisons qui sont composées de plusieurs corps de bâtiments, avec donc une distribution autour de la cour intérieure par des galeries, ce sont au premier et au deuxième étage que se trouvent les décors peints. Ils permettent également de mieux comprendre l'organisation de ces grandes salles qui sont équipées de placards, de niches, de latrines de chaque côté, et vous le voyez ici, dans la partie centrale, la trace encore d'une cloison de bois qui séparait la salle en deux. Les équipements et l'organisation de ces grandes salles sont symétriques. Vous le voyez ici dans la maison Laurent, avec les petites niches qui se trouvent de part et d'autre, ou ici en plusieurs vues, parce que nous n'avons pas pu faire une vue générale, à la maison du Grand Fauconnier. Derrière le panneau blanc se trouve un grand placard mural. Et ici, à la maison du Grand Veneur, avec le grand placard mural qui se trouve de chaque côté, donc des ensembles de 2 baies géminées. C'est ce que nous avons également dans la maison précédente. Dans d'autres cas, et ici c'est à la maison Laurent, la séparation ne se fait pas au milieu de la pièce avec une cloison, mais bien sur les 4/5e. Vous le voyez ici, entre les 2 baies géminées, matérialisées avec donc un autre décor peint qui va partir sur l'autre partie. Ce qui a été intéressant de faire ressortir également sur la totalité donc, de ces décors peints, ce sont l'emploi de motifs récurrents et la présence de l'héraldique. Ici, dans la maison Gaugiran, vous voyez donc un motif de tenture de fausse fourrure de verre qui occupe la totalité du mur et est surmonté d'une frise de 40 cm délimitée par des rubans rouges et blancs, et dans la frise, donc une alternance de motifs de grec, de croix de Saint-André, qui alternent avec des écus armoriés. Vous le voyez ici que ce sont des motifs qui sont peints et non pas au pochoir. Et pour ce qui est donc de la technique, on peut voir dans l'alignement de ces motifs, des tracés préparatoires qui montrent donc la technique de mise en place de ce décor. Pour ce qui est de l'héraldique, il y a en effet plusieurs écus armoriés, dont le premier qui se trouve plus tard dans l'autre partie, qui est donc d'argent à l'aigle. Ensuite, celui qui se trouve ici, qui est d'azur à 3 poinçons d'argent. Enfin, les autres, qui sont pas identifiés, mais qui permettraient, si on arrivait à mener l'étude plus loin, à peut-être identifier des familles. Si j'insiste sur ces éléments, c'est que nous savons, comme on l'a vu tout à l'heure, que la famille Clary était propriétaire de cette maison, la maison Gaugiran, en 1545. Alors, est-ce qu'on peut voir déjà l'identification du propriétaire? Dans la maison du 25 Grand Rue Raymond VII, qui est une maison qui présente une organisation complexe, avec un corps de logis sur rue,
un corps de logis arrière desservi par une impasse, que vous voyez représenté ici par l'atelier donc de Chaillot. Dans le deuxième étage de ce corps de bâtiment se trouvait donc une grande salle avec un décor peint dont on retrouve un ensemble de vestiges tout le long. Si l'on regarde avec précision ces décors, on retrouve le même motif qu'à la maison Gaugiran, qui sont donc ces motifs de fausses tentures de verre, avec donc une frise et la délimitation de la frise avec ces deux rubans, donc rouge et jaune, et le départ de quelques tracés noirs qui ne permettent pas d'identifier plus précisément les motifs. À la maison Pru, voici donc le détail de ces motifs de verre. On les connaît par ailleurs, pas dans la région Occitanie, mais ici par exemple à Thèse, et je voudrais remercier Terence de Morondo de l'indication de cette information, mais pas ailleurs sur corde, donc dans deux maisons. À la maison Prunet, le décor du premier étage est composé donc d'un faux appareil de losange, avec indiqué par un double trait sur fond blanc, fond de couleur ocre, rouge, marron et bleu, et avec pour motif central donc une fleur de lys. Ils sont couronnés par une frise qui accueille donc les motifs de grec, comme nous avons pu voir à la maison Gaugiran, et de croix de Saint-André, ainsi qu'un écu armorié sur fond blanc à une face, comme on l'a pu voir également à la maison Gaugiran. La maison Prunet appartenait en 1545 à Paul de Catarque, personnage noble qui peut laisser présumer, peut-être, que cette maison appartenait déjà antérieurement à une famille noble ou désirant acquérir cet état. Au Grand Veneur, qui était la propriété en 1545 de Béatrix de Rabastas, le décor du premier étage est composé d'une alternance de losanges blancs et rouges avec fleurs de lys dans les losanges rouges. Ils sont délimités donc par un double trait et un bandeau, un ruban blanc. Et dans la partie supérieure, la frise n'apparaît qu'à travers quelques vestiges sur lesquels on peut retrouver et identifier donc des motifs de grec, comme ce que nous avons vu également aux deux maisons précédentes, ainsi que des écus armoriés. Alors, tous ces éléments permettent de voir donc, à travers la représentation des motifs et la présence de l'héraldique, un besoin, un désir d'affirmer donc une appartenance à une lignée ou à une possible lignée seigneuriale. Les motifs de grec se retrouvent dans d'autres édifices civils de la région, comme ici donc à Lectoure, à la maison 40 qui se trouve au 41 rue Nationale, ou dans des édifices religieux, comme ici à la Ramière, dans le prieuré de la Ramière, dans le Lot, dans l'ancien réfectoire des moines, et les motifs de losanges alternés avec délimités par un bandeau, délimités par un double trait, dans une autre maison de cordes dont les motifs ne sont actuellement plus visibles, la maison Baron. Parmi les nombreux décors peints que nous avons vus jusqu'à maintenant, il y a un décor qui sort du lot. Il s'agit donc de la cavalcade du Grand Fauconnier. Vous pouvez le voir sur la grande salle du deuxième étage se développe donc une cavalcade de 4 chevaliers au-dessus d'un décor de motifs de puzzle. Il est très abîmé et les personnages ne sont plus identifiables, mais on peut retrouver à travers le détail des motifs donc tout l'harnachement des chevaux, avec les caparaçonnages et les housses qui accueillent donc les armoiries des chevaliers,
et les écus sur la partie arrière. Il a été possible d'identifier quelques armoiries, donc celle-ci, fuselée d'argent et de gueules, celle que nous avons vue auparavant d'argent semée d'écussons d'azur, et pour le troisième, ici, fuselée d'argent et peut-être d'azur. L'enduit de préparation ici est très épais et la qualité de la peinture montre une grande préciosité dans le détail de tous les drapés ainsi que tous les ensembles de protection et housses des chevaux. Ces thèmes guerriers ne représentent pas ici une bataille, mais ils font appel plutôt à la représentation donc de la chevalerie à l'intérieur de la maison, comme ce que nous pouvons trouver à la maison Muratée, à Saint-Antonin-Nobleval, daté par dendrochronologie des années 1265, où l'on voit donc successivement la représentation donc du roi d'Angleterre, du roi de France et donc du comte de Toulouse. Ces représentations de chevaliers sont également représentées à la tour Palmata de Gaillac au milieu ou au tout début de la deuxième moitié du XIIIe siècle, dans une grande salle où ils apparaissent dans des écus, dans des médaillons, avec tout l'ensemble de l'harnachement. Enfin, il faut détailler tous les motifs de faux appareils et motifs de puzzle qui sont une particularité donc du Grand Midi, du Grand Sud-Ouest, avec les motifs les plus courants qui sont ceux du faux appareil, comme ici au deuxième étage de la maison du Grand Veneur, dans le logis sur rue, où l'on voit donc des faux appareils délimités par des traits, doubles traits rouges, qui dessinent les faux parpaings, que l'on retrouve également ici à la maison Laurent, dans la deuxième partie du décor, avec une frise avec des corps de palmettes introduites dans des motifs triangulaires, ou ici, donc, dans la partie gauche de la salle du premier étage de la maison du Grand Fauconnier. Il y avait également un motif semblable qui se trouve ici à Caussade, 33 rue de la République, dans la maison Baron, mais non, dans la maison Ladeveste, pardon, mais il n'existe plus, il n'est plus visible actuellement. Dans la maison du Grand Veneur, on retrouve également ces vestiges de faux appareils, ainsi que à la maison Gaugiran, avec ces faux appareils imbriqués qui accueille en partie centrale donc une petite fleur à 5 pétales, avec une frise de palmettes introduite donc dans des triangles étirés, que l'on peut retrouver de façon dont le style peut être retrouvé dans une maison de Cahors au 121 rue Fondriotte. Ces motifs de faux appareils se retrouvent également dans les nefs de Moissac et des Jacobins, et ici dans une maison donc de Cahors au 48 rue du Cheval Blanc, mais plus tard, ainsi qu'ici à Tournus, beaucoup plus tard, où ça devient finalement un motif d'entrelacs. Les motifs de puzzle, qui sont ces motifs dits concrets, représentés sur des faux parpaings colorés, apparaissent ici dans la salle du premier étage de la maison du Grand Fauconnier. Il s'agit donc de motifs qui sont délimités par un double trait blanc et noir et qui dessinent donc ces fameux motifs. Ils sont très proches de ceux qui se trouvent à la maison Laurent, dans la salle du deuxième étage, au-dessus de la baie et associé donc à un quadrilobe, ici avec le double trait noir et blanc, et également donc dans la salle capitulaire de Beaulieu, dans le Tarn-et-Garonne, ici, ou au prieuré de la Ramière, à la salle capitulaire.
enfin à l'hôtel Saint-Jean, dans l'ancien couvent des Carmes, ou à la collégiale de la Romieux. Mais nous pouvons voir ici déjà une modification des styles de ces motifs de puzzle, et nous sommes déjà donc au milieu du XIVe siècle. Sont associées donc des frises de palmettes, comme on peut voir ici également sur le même modèle à la maison du 33 rue République à Caussade, et au deuxième étage avec des motifs beaucoup plus simples, simplement délimités par des traits noirs, qui sont appliqués sur des gros faux parpaings colorés et qui occupent également la partie inférieure de la frise de la cavalcade. Ces motifs-là sont alors plus proches, là vous pouvez voir le détail, avec les motifs de draperie en frise, d'autres édifices qui se caractérisent par ce type de motif, ici à Lectoure ou Saint-Antonin-Nobleval, ou ici à Saint-Lizier. Enfin, le dernier motif qui apparaît dans ces maisons est un motif géométrique de rosaces dessinées au compas, qui se retrouvait ici dans la maison Baron, et qui est un motif assez courant, comme on peut voir ici à Saint-Lizier. Ainsi, à travers l'étude de ces peintures monumentales dont la valeur est ornementale pour la plupart, l'échelle d'une ville permet de retrouver donc une certaine cohérence dans le trajet et la trajectoire donc de ces motifs, voire peut-être de certains ateliers. Des motifs communs se retrouvent, donc comme ces faces fourrures de verre, ces grecs, ces écus armoriés, l'appel à l'héraldique et le thème guerrier donc de la cavalcade. Et si les datations proposées par la dendrochronologie permettent de resserrer les intervalles entre 1270 et 1290, il n'est pas incohérent avec ce que nous avons pu voir à la Ramière, qui peut être daté du dernier quart du XIIIe siècle, ou à Saint-Lizier, daté de la même période, par les travaux menés par Auger de Montfaucon. Donc, ces nouvelles considérations pour l'étude donc de ces peintures monumentales permettraient de resserrer donc ces datations 20 ou 30 ans peut-être auparavant et donc de proposer et de renouveler donc les études des deux Corbin. Voilà, je vous remercie.